à tous ceux qui se sont inscrits sur ce nouveau webinaire. On reprend après la pause estivale. Le dernier avait lieu au mois de juin. Et donc, on en aura encore deux d'ici la fin de l'année, mais on en reparlera à la fin de ce webinaire. Donc, merci d'être là. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, on va aborder un sujet qui est hautement stratégique quand on se lance ou même quand on est intéressé par tout ce qui concerne le développement durable. On va parler de carbone et plus précisément du bilan carbone. Pour ce faire, on a un expert, bien entendu, comme c'est de rigueur dans cet exercice-là. Il s'agit de Stéphane Aucoin, qui est régional de l'étape. Donc, on le remercie beaucoup de nous accompagner sur ce sujet. Donc, bien sûr, il est spécialiste de ce sujet, mais pas que. Donc, je le laisserai bien entendu se présenter plus en détail tout à l'heure et vous expliquer un petit peu le déroulé global de la présentation. Voilà, donc je vais laisser Stéphane prendre la main, voilà, pour la suite de ce webinaire. Je vous souhaite un bon webinaire et encore merci d'être là avec nous une nouvelle fois. Eh bien, merci Pascal, merci Aline de m'avoir proposé cette intervention. Alors en deux mots, moi je m'appelle Stéphane Aucoin, j'habite à Aubagne, donc pays de Marcel Pagnol. J'ai 48 ans et puis il y a 3 ans, j'ai décidé de donner un petit peu plus de sens à mon activité professionnelle, il y a 4 ans même maintenant, et de me réorienter en fait sur l'accompagnement à la transformation des organisations. Voilà, donc je suis consultant RSE, également consultant en économie circulaire, et j'interviens pour le réseau en fait BPI France sur le DIAC Décarbonation, qui est le dispositif que propose la BPI en fait aux entreprises pour faire leur bilan carbone et s'engager dans des stratégies bas carbone. Voilà. Et je suis par ailleurs cofondateur d'un collectif qui s'appelle Udétopia, qui est basé à Aix-en-Provence et dont le but est de sensibiliser, de former et d'accompagner à la transformation des organisations. Donc, ça peut être des associations, des startups, des entreprises, des grands groupes, mais aussi des collectivités. Par exemple, pour les collectivités, ça peut être l'accompagnement au budget vert et de plus en plus aussi la réalisation de bilans carbone. Alors le bilan carbone. Alors le carbone, c'est un mot aujourd'hui qu'on utilise effectivement fréquemment, qu'on entend beaucoup. Moi, je vais vous proposer en fait d'essayer de comprendre si cette question aujourd'hui on la traite comme une contrainte. Elle est souvent vécue un peu comme une contrainte, ou si finalement c'est pas une opportunité à saisir. On va aborder en fait 4 parties pour ce webinaire. On va partir plutôt du macro. Moi, j'ai l'habitude de toujours dézoomer dans un premier temps pour bien comprendre de quoi on parle. Donc, 4 parties. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui sont pas claires, si vous avez des questions ou des éléments à apporter en complément. L'idéal étant plutôt d'intervenir au terme de chaque partie pour pouvoir se laisser un peu de temps en fin d'intervention pour répondre à toutes vos questions et échanger de façon informelle sur le sujet. Alors la première chose, c'est effectivement de partir du carbone. Donc le carbone, donc on va regarder le dioxyde de carbone. On va regarder effectivement le dérèglement climatique et puis l'effet de serre qui amène le dérèglement climatique et puis quels sont les différents gaz à effet de serre qui participent en fait à ce dérèglement climatique, à cette augmentation de l'effet de serre. Alors la première chose, c'est effectivement de bien comprendre que le carbone, c'est un atome au départ, donc c'est l'atome de la vie. Donc toute matière vivante en fait est composée de carbone. Vous êtes composé de carbone, je suis composé de carbone. Le laurier que vous avez dans votre jardin est composé de carbone. On trouve aussi du carbone inorganique, c'est-à-dire minéral, notamment dans les sédiments. Voilà, il est le reste de matière vivante d'il y a très longtemps en fait qui a sédimenté et donc a composé notamment les roches calcaires qu'on peut trouver beaucoup dans la région. Ce qui est important, c'est que le carbone, il circule, cet atome de carbone, selon un cycle, comme on a aussi un cycle de l'oxygène, de l'azote, du phosphore, de l'eau, qui lui-même basé sur l'oxygène et l'hydrogène, et qu'en fait, tous ces cycles font que la Terre est à l'équilibre et qu'elle obéit, je dirais, à un fonctionnement qui est très, 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 très normé. Alors, le dioxyde de carbone, en fait, c'est la forme atmosphérique du carbone.
Donc, c'est un atome de carbone et du dioxygène, hein, puisque c'est bien du dioxygène dont on parle, CO2. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre en fait que dans ce cycle, il y a des flux. C'est ce que vous avez en fait sur les flèches. Donc, en permanence, le carbone, il circule entre l'atmosphère, les sols, l'océan, et il va alimenter des stocks de carbone. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que le déséquilibre aujourd'hui qu'on rencontre, c'est un déséquilibre en fait lié à la modification de ces flux. Alors, quand il est effectivement dans l'atmosphère, donc ce dioxyde de carbone, carbone sous forme de dioxyde de carbone, en fait, il alimente un phénomène qu'on appelle l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement le CO2, donc le dioxyde de carbone, qui dans l'atmosphère va créer comme une sorte de couverture et qui va retenir en fait une partie de la chaleur qui nous est amenée du soleil, hein, de l'énergie du soleil, et qui va faire que cette énergie, quand elle va repartir de la Terre, qui va réémettre un rayonnement, d'accord, va être bloquée sous cette couverture, sous cet effet de serre. Donc, s'il n'y avait pas d'effet de serre, en fait, la chaleur repartirait, donc il n'y aurait pas de chaleur dans l'atmosphère, et la Terre serait à moins 18 degrés. La température moyenne du globe sera à moins 18 degrés. Et à moins de 10 degrés, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose, c'est une boule de glace. Donc en fait, la vie, elle est permise avant tout par l'effet de serre qui va permettre de conserver une partie de la chaleur qui nous est amenée par le soleil. Donc la température du globe avec cet effet de serre, je dirais naturel, euh, elle est d'environ 15 degrés, elle a déjà un petit peu augmenté. Et le déséquilibre auquel on fait face aujourd'hui, en fait, c'est un déséquilibre qui est lié à l'augmentation de cette température, c'est-à-dire que les gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère retiennent de plus en plus, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, retiennent de plus en plus cette chaleur, ce qui fait qu'on a une augmentation globale de la température sur Terre, donc un déséquilibre en fait en termes de température et qui va se traduire en fait par toute une série d'événements climatiques extrêmes. Donc cette température va augmenter au niveau de l'air de surface et augmenter aussi au niveau des océans. Donc si je prends par exemple l'ouragan, alors je crois que c'est Milton qui est en train d'arriver sur les côtes de Floride, sur l'État de Floride, eh bien, il est alimenté notamment par des eaux de surface qui sont de plus en plus chaudes. Et donc, ça, c'est une conséquence, en fait, de l'augmentation de la température qui est liée effectivement à cette augmentation de l'effet de serre. Et parmi en fait tous les dérèglements, tous les déséquilibres qu'amène cette augmentation d'effet de serre et donc cette hausse de la température, eh bien on a notamment par exemple un dérèglement des précipitations, du régime des précipitations, donc qui peut amener des inondations. On a évidemment des incendies, des glissements de terrain, des cyclones, des maladies, des sécheresses. Moi, je ne vais pas tous vous les citer, mais vous voyez à quel point on commence à les constater un petit peu partout, y compris chez nous. Et puis d'autres effets qui sont des dérèglements notamment de la biodiversité marine. Voilà. Mais si on reste sur ces premiers éléments, on voit de quoi on parle, on commence à les constater un petit peu partout. Donc voilà, ça c'est pour la partie effectivement ce dérèglement. Donc juste pour bien comprendre, le CO2, il y en a dans la pièce dans laquelle vous êtes en ce moment. Il n'a pas de conséquences. En fait, les gaz à effet de serre n'ont pas de conséquences directes. En tout cas, le CO2 n'a pas de conséquences directes. Ce sont des effets indirects liés à l'augmentation de la température. Alors quand on parle des gaz à effet de serre, on parle de plusieurs types de gaz. Il y a un gaz tout de suite que je vais mentionner qui est le principal qui nous pose un petit peu moins de problèmes, quoique, qui est la vapeur d'eau. En fait, c'est le principal gaz à effet de serre. Il est lié à l'évaporation, évidemment, de l'eau, notamment des océans, mais il ne reste pas très longtemps, en fait, dans la basse couche de l'atmosphère, dans la troposphère, donc il contribue assez peu à l'effet de serre, en tout cas l'effet de serre qu'on appelle additionnel, celui qui nous pose problème. Donc les gaz à effet de serre, globalement, on en a plusieurs. On a alors, le premier, donc on a évoqué, qui est le CO2. Euh, donc c'est trois quarts en fait des émissions de gaz à effet de serre. Il vient principalement en fait de la combustion des énergies fossiles, donc du pétrole, du gaz et du charbon.
Donc, vous avez sur l'écran un certain nombre d'activités qui l'entraînent. Donc, c'est évidemment voiture. C'est la déforestation. Pourquoi? Parce que quand on va, par exemple, planter du soja en Amérique latine, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper les arbres directement. Enfin, on va pas les couper. En fait, on va directement les brûler. Et donc, on va déstocker le CO2, le carbone en tout cas, qui est dans le tronc des arbres et qui est le résultat de la photosynthèse, hein, puisque les plantes absorbent le CO2 pour croître et donc elles stockent le carbone. Hein. Donc on parlait tout à l'heure de flux et de stock. Et bien là, les plantes, en fait, elles stockent le carbone. Et quand on brûle, en fait, par exemple, des centaines d'hectares de végétation pour planter du maïs ou du soja, eh bien, on va déstocker le carbone. Donc ça, c'est la déforestation. Tout le reste est lié principalement à tout ce qui va concerner la combustion du pétrole, du gaz ou du charbon. Le deuxième gaz à effet de serre, en fait, c'est le méthane. Alors le méthane, il a plusieurs origines. Il a une première origine en fait qui est sur l'agriculture. Alors quand on parle d'agriculture, bah, c'est quoi? C'est les bovins. Voilà, hein, donc les bovins et les ovins qui ont un système en fait digestif un petit peu particulier et qui, alors on dit souvent que les vaches pètent, voilà, bah, en fait elles rotent surtout et elles rotent parce que pour assimiler en fait l'herbe, elles ont un rumen, c'est pour ça qu'on appelle ça des ruminants, et donc elles émettent du méthane, c'est-à-dire en fait de la décomposition de matière organique. Et vu que tout ça se fait dans leur rumen sans oxygène, eh bien ça produit du méthane, ça émet du méthane plutôt que du CO2. C'est aussi dans le cadre des décharges, par exemple, quand vous avez de la matière organique, donc une matière qui est composée notamment de carbone, encore une fois, dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène, hein, c'est-à-dire où les déchets sont pressés les uns contre les autres, eh bien là aussi, ça va émettre du méthane. Pourquoi? Parce que la décomposition de la matière organique, il n'y a pas d'oxygène, va produire le même effet. Et puis, vous pouvez l'avoir aussi, par exemple, sur la production. Vous savez, quand on a des champs de pétrole, on voit souvent en fait des grandes cheminées en inox avec ce qu'on appelle des torchères. Donc, c'est quand on va chercher du pétrole, souvent on tombe sur du gaz. Le gaz, on est un peu moins intéressé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle en sortie de cheminée et on émet également à ce moment-là du CO2. On a aussi donc sur le méthane les rizières, par exemple, puisque le riz, quand il va se décomposer dans l'eau. Et dans l'eau, il va être sans oxygène, donc il va produire aussi du méthane. Enfin, on a un certain nombre d'éléments, mais retenons que c'est principalement l'agriculture. Ensuite, on a le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, vous l'avez, alors ça, il s'appelle aussi gaz hilarant. Vous savez, c'est les petites bonbonnes que certains adolescents sniff pour avoir des sensations là. Donc c'est un gaz lui pour le coup un peu plus toxique. Donc il est issu principalement. Vous avez plusieurs sources, mais celle sur laquelle j'ai envie d'insister un petit peu, c'est à travers l'agriculture sur les engrais azotés. Qui sont principalement produits à l'étranger et qui sont les intrants pour booster en fait les cultures. Et donc, ils sont fabriqués. Ils émettent en fait du protoxyde d'azote au moment de l'épandage. Et puis vous avez une dernière catégorie en fait de gaz à effet de serre qui sont les gaz fluorés. Alors ils sont assez peu en quantité, ils sont assez peu présents. Ils viennent principalement des gaz réfrigérants dans les climatisations, ce qui amène la question de l'augmentation de l'utilisation de la climatisation. Alors, ils sont très peu, en revanche, en volume. En revanche, en ce qu'on appelle le pouvoir réchauffant, puisque tous ces gaz n'ont pas tout à fait le même pouvoir de réchauffement et donc de contribution à l'effet de serre. Ils sont, je crois, si on prend le CO2 qui est l'étalon, hein, on parle souvent de CO2 équivalent. Pourquoi? Parce qu'on prend une base 1 pour le CO2 et puis les autres, par exemple le méthane, ça va être entre 25 et 30 fois plus réchauffant. Le protoxyde d'azote, 300 fois plus réchauffant que le CO2. Et puis les gaz fluorés, bah là, on est jusqu'à 15 000 fois plus réchauffants. Voilà. Donc ils sont peu en volume, mais ils sont à considérer également. Voilà globalement la situation sur ces différents gaz à effet de serre et leur provenance. Alors sur cette deuxième partie, donc là on était assez macro. On va descendre un petit peu plus micro au niveau de la France.
On a par rapport à la façon de traiter cette question du dérèglement climatique, on a deux piliers. Le premier, et c'est celui qui va nous concerner un peu plus particulièrement ce matin, c'est le pilier de l'atténuation. C'est comment donc on réduit nos émissions de gaz à effet de serre pour éviter en fait d'avoir un réchauffement trop important. Donc vous avez tous entendu parler des accords de Paris en 2015. Le principe, c'est quoi? C'est d'essayer d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors la neutralité carbone, si vous regardez en fait sur le schéma, on a des émissions. Alors je précise à ce stade que ce sont des émissions sur le territoire. C'est ce qu'on appelle l'inventaire. C'est le CITEPA qui réalise cet inventaire. Donc ce sont bien les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français. Ces émissions, en fait, qui étaient de 546 millions de tonnes de CO2 équivalent, donc du CO2 plus tous les autres gaz à effet de serre, en 1990, en fait, on doit les amener à 80 millions de tonnes en 2050. Et on doit, dans le même temps, puisqu'on n'arrivera évidemment pas à réduire l'ensemble, à supprimer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, on doit venir en fait compenser les émissions incompressibles par de l'absorption, donc par de la séquestration de carbone, donc une séquestration qui peut se faire de façon naturelle à travers les puits. Les deux puits majeurs de captation de carbone sont la végétation à travers la photosynthèse et puis les océans. Donc ces deux puits de carbone viendraient compenser en fait les émissions. Et le principe, c'est que si en 2050, on arrive effectivement à cet objectif, on pourrait limiter à la fin du siècle l'augmentation de température liée à l'effet de serre à 1,5 degré, 2 degrés. Bon, a priori, 1,5 degré, soyons réalistes, ça semble un petit peu compliqué. Pour donner une petite idée, on est déjà en France sur une augmentation d'1,6 degré. Voilà. Et au niveau du globe, on est sur une augmentation d'1,2 degré. Donc c'est vrai qu'on va plutôt avoir l'idée de limiter à 2 degrés le réchauffement en fait en fin de siècle, en passant par la neutralité carbone en 2050, avec une étape intermédiaire qui est un objectif de réduction par rapport à 1990, qui est de diminuer globalement de moitié nos émissions d'ici 2030. Ça veut dire qu'il nous reste 5 ans. Voilà, donc le défi est quand même assez conséquent. Voilà, alors juste pour préciser pourquoi maintenir le réchauffement à plus de degrés, c'est tout simplement parce que les scientifiques, notamment ceux du GIEC, donc qui compilent en fait l'ensemble des données sur les éléments climatiques, nous expliquent qu'à passer cette augmentation de température, en fait, on a des phénomènes alors qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est-à-dire des cercles vicieux, pour faire court, qui s'auto-alimentent et qui font qu'on perd un peu la main. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, eh bien finalement, le système climatique s'emballe et on perd la possibilité d'agir pour limiter en fait les conséquences. Donc ça peut être par exemple la fonte des glaces. Alors la fonte des glaces, au-delà de contribuer à l'élévation du niveau des océans, eh bien la glace en fait c'est blanc. Et donc, ça permet de renvoyer à travers l'effet albédo une partie de l'énergie du soleil. Donc, ça permet de limiter en fait le réchauffement. Bah, si les glaces fondent, elles libèrent en fait un espace qui est beaucoup plus foncé, donc qui va capter la chaleur. Ça peut être aussi le cas du permafrost, qui sont les terres gelées, notamment par exemple en Sibérie. Eh bien, si elles fondent, en fait, elles participent. Si ce permafrost en fait dégèle, il va contribuer effectivement à une augmentation de température. Et puis, par phénomène, je dirais, de rétroaction, eh bien, on va alimenter un dégel encore plus fort, etc., etc. Ça peut être aussi la saturation des puits, et notamment, je vais prendre l'exemple des méga-feux, en fait, des forêts qui brûlent. Eh bien, ce sont des puits de carbone qui disparaissent. Au-delà du fait qu'elles vont déstocker tout le carbone au moment où elles brûlent, et donc on va avoir des émissions très importantes. Eh bien, c'est aussi du carbone qu'elles ne capteront plus puisqu'elles ont brûlé. Donc, en clair, l'atténuation qui se traduit par cette stratégie nationale bas carbone, en fait,
c'est d'éviter l'ingérable, c'est de rester dans quelque chose sur lequel on garde la main. Et puis, on a un deuxième pilier dont on commence à parler un petit peu, qui est en fait la stratégie nationale d'adaptation. Et là, on est sur l'autre pilier. L'adaptation, c'est quoi? C'est que euh, quoi qu'on pense en fait de ce phénomène, eh bien, les conséquences, on les voit déjà maintenant et il faut s'y adapter. Donc, je voudrais juste donner un élément que vous avez en haut à droite, parler d'inertie. L'inertie, c'est quoi? C'est entre le moment où on fait quelque chose et le moment où ça produit des résultats, ben, ça met du temps. Et le climat est un système où l'inertie est très très importante. C'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on va réduire en fait nos émissions en admettant qu'on coupe dès aujourd'hui nos émissions, eh bien l'augmentation de température, elle va de toute façon se maintenir. Et c'est ce que vous voyez en fait sur ce schéma qui vous montre à travers la couleur de plus en plus rouge, l'augmentation de température par rapport à une base 1900. Et vous voyez qu'en fait, parmi les 5 scénarios qui sont proposés par les scientifiques, quoi qu'il arrive, y compris si on a des émissions très faibles et faibles, hein, qui sont les deux scénarios du bas et ceux qu'il faut aller chercher, eh bien, malgré tout, en fait, les bandes sont de plus en plus rouges et puis progressivement, elles deviennent un peu plus orangées vers la fin, c'est-à-dire qu'on arrive à stabiliser euh, l'augmentation de température. Mais quoi qu'il arrive, on va avoir une augmentation des températures avec toutes les conséquences. Et le tourisme, il est particulièrement concerné puisque c'est effectivement des canicules, des sécheresses, des inondations, des questions d'accès à l'eau, notamment pendant la haute saison. Et donc l'idée sur ce pilier d'adaptation, c'est effectivement de gérer l'inévitable parce que de toute façon, on va y faire face et de s'organiser. Donc ça a des conséquences très, très comment dire, pratique, opérationnelle. Ça peut être aussi, par exemple, l'organisation du travail. Parce il est clair qu'avec des températures qui vont monter, notamment en région PACA, 45, 48, on arrivera sans doute à des 50 degrés très très rapidement dans les 10 ans qui viennent. Eh bien, on ne pourra pas s'organiser et vivre au quotidien comme on le fait aujourd'hui. Et tout ça, ça va demander beaucoup d'investissement et beaucoup de préparation. Donc là, on est sur les questions de ça, c'est tout de suite, c'est maintenant. La réduction le pilier atténuation qu'on a vu avant, c'est on travaille pour dans 20 ans. Alors c'est un petit peu dur hein, parce qu'on se dit oui, hein, travailler pour dans 20 ans, c'est pas facile. Oui, mais c'est absolument nécessaire. Donc les deux, en fait, ce sont les deux piliers, les deux pivots sur la question du climat. Les éléments qu'on a vus juste avant, en fait, quand on parlait par exemple de la stratégie nationale bas carbone, on était basé sur ce qu'on appelle l'inventaire. Quand on a, par exemple, une COP, hein, donc cette réunion sur les questions du climat qui intervient tous les ans, les pays arrivent en fait avec leurs émissions de gaz à effet de serre. Et là, en fait, on parle bien des émissions qui ont lieu sur leur territoire. C'est une comptabilité des émissions qui permet effectivement de compiler tout ça et puis d'avoir un chiffre global à la fin. En revanche, ça ne nous donne pas d'indication sur la responsabilité, c'est-à-dire en fait ces émissions finalement elles viennent d'où quand on les considère tout au long de ce qu'on appelle le cycle de vie. Voilà, et c'est pour ça qu'on va parler en fait de la question d'empreinte. Donc l'empreinte, c'est ce dont je suis responsable en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais pas uniquement là où je vis sur mon territoire, mais en considérant aussi toutes les émissions qui sont, pour faire court, importées ou qui ont eu lieu avant pour que je puisse à un moment utiliser un produit, délivrer un service. Donc si je prends le cas par exemple d'une voiture, aujourd'hui quand il y a énormément de publicité aujourd'hui pour les voitures électriques. On vous explique que c'est 0 g de CO2. Alors, c'est 0 g de CO2 dans la phase d'usage de la voiture, parce qu'effectivement, il n'y a pas de combustion d'énergie fossile, puisqu'il n'y a pas de moteur thermique, et donc c'est zéro en phase d'usage. En revanche, cette voiture, il a bien fallu pour la fabriquer, il a bien fallu en fait faire de l'acier, faire de l'électronique, faire du caoutchouc, du plastique, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la phase amont. Et là, il y a bien des émissions de gaz à effet de serre, notamment liées aux machines qui ont permis de fabriquer le véhicule, qui ont produit des émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on raisonne empreinte, on raisonne sur le CO2, sur l'ensemble du cycle de vie, du produit, du service,
qu'on est en train de traiter. Et cette empreinte rapportée en fait à un Français, elle est de 10 tonnes environ de CO2 équivalent, donc tout gaz à effet de serre par an, donc pour un habitant français. Ce qui permet de nous dire que l'empreinte carbone de la France, bah, c'est 10 tonnes multipliées par 66 ou 67 millions. Donc c'est un tout petit peu moins, c'est 600, entre 620 et 650, alors que l'inventaire, ce qui se passe réellement chez nous, c'est aujourd'hui, je crois, de l'ordre de 400 millions de tonnes. Donc on voit bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a des émissions qui sont chez nous et puis il y a surtout des émissions qu'on importe à travers tout ce qu'on consomme. Et là, c'est bien la notion de responsabilité qui est en jeu. Et puis il y a une dernière notion qui est la notion d'intensité. L'intensité, c'est quoi? Bah, c'est le carbone qui va être nécessaire par euro dépensé, par exemple, sur une ligne d'investissement, par collaborateur, par famille, de produits, de services, etc. Et c'est ce qui nous permet de dire que c'est plus ou moins carboné. Et j'en profite pour dire que la notion d'impact carbone est une notion alors qu'on peut utiliser, mais qui ne correspond à rien de précis. Le détail de ces 10 tonnes, en fait, il est globalement pour un habitant français, donc ça pourrait être différent pour quelqu'un, par exemple, qui va être à Madagascar ou ailleurs dans le monde. Hein. Je prends Madagascar, pourquoi? Parce qu'il y a très très peu de voitures à Madagascar, donc l'impact du transport à Madagascar, qui est important chez nous, eh bien, il est quasiment inexistant, comme à Cuba. Et puis, en fonction des pays, on va avoir effectivement, en fonction du niveau de vie et du niveau de consommation, puisque le niveau de CO2 par personne est très très corrélé évidemment au niveau de vie. Donc chez nous, c'est sur des parts à peu près égales. C'est principalement en fait l'alimentation, alors le transport en premier, ensuite l'alimentation et tout ce qui va être chauffage, notamment pour les bâtiments, pour les habitations. C'est pour ça qu'on a un plan de rénovation énergétique assez important. Et puis tous les produits qu'on consomme, évidemment, produits manufacturés au quotidien, ça peut être l'ordinateur, ça peut être le textile, etc., etc. Et puis une dernière partie, bah, celle qu'on a tous en commun, c'est-à-dire que pour faire fonctionner finalement nos commissariats, nos hôpitaux, nos universités, donc tout ce qu'on finance à travers nos impôts, eh bien ça aussi, ça a un impact qui est assez important puisqu'on a un pays développé. Et l'objectif d'ici 2050, si on raisonne en termes d'empreinte, c'est de passer de 10 tonnes par personne à 2 tonnes par personne. Voilà, donc c'est quand même un défi qui est absolument colossal. J'espère avoir été clair sur ce, sur cette planche. Alors le tourisme dans tout ça, le tourisme, il a une particularité, je dirais, c'est que c'est vraiment un secteur qui est transverse puisqu'il fait intervenir énormément d'activités. Donc il est à la fois responsable et victime du dérèglement climatique. Alors le tourisme au niveau mondial, en fait, c'est 8% à peu près des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est-à-dire environ 4 gigatonnes. Donc giga, c'est des milliards de tonnes. Donc ça, c'est l'impact du tourisme en fait au niveau monde. Et puis ensuite, j'ai regardé sur l'inventaire et l'empreinte en fonction de la France et sur la région PACA. Donc l'inventaire, encore une fois, c'est ce qui se passe chez nous. Donc c'est 46 millions de tonnes. Donc c'est 11% environ des émissions de la France sur le territoire. Et en termes d'empreinte, c'est 100 millions de tonnes. Donc, on est quasiment, enfin, on est même plus du double, et c'est 16%. Pourquoi? Tout simplement bah, parce qu'il y a énormément de choses, des produits pour l'alimentation qui sont importés, le transport, évidemment, notamment la partie avion, mais pas que, qui ne sont pas comptabilisés en fait sur notre territoire ou dont les émissions ont eu lieu ailleurs. Et puis, si on le rapporte en fait à la région PACA, l'empreinte, c'est 11 millions de tonnes, donc c'est le chiffre que j'ai trouvé. Et alors, j'ai volontairement mis un point d'interrogation sur la partie inventaire, c'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire PACA, eh bien, j'ai pas trouvé de chiffres satisfaisants ou de chiffres suffisamment récents, et ce qui montre aussi toute la difficulté de la comptabilité en fait des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, je travaille avec Atmosud qui a la responsabilité, notamment dans le cadre du plan climat air énergie pardon, de la métropole, de travailler sur ces questions.
Et on voit bien que là, ce sont des informations qui sont en général désagrégées du niveau national et qui ne viennent pas en fait du terrain. D'où l'intérêt de travailler progressivement aussi sur des informations plutôt qui viennent du terrain pour qu'elles soient plus précises et que tout le monde s'en empare. La répartition des émissions au sein du tourisme, en fait, elles sont majoritairement liées au transport, vous le savez déjà. L'avion, il compte pour beaucoup. L'hébergement pour 7%, la restauration pour 6%, et puis pour le reste, on va être sur tout ce qui va être achat de biens touristiques, prestations, activités culturelles et sportives, et puis toutes les émissions liées en fait à l'écosystème qui permet le fonctionnement du tourisme. Eh bien, je passe à cette troisième partie. Et, alors, on est parti macro et puis progressivement, on descend. Alors, mesurer ces émissions. Alors, pourquoi mesurer ces émissions? Donc, on va regarder le bilan carbone, la notion de scope, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Qu'est-ce qu'on obtient finalement quand on fait un bilan carbone et puis quelle est la trajectoire de réduction, hein, puisque c'est ça le but, les déclinaisons possibles et l'utilité d'une approche en fait climat. Et donc là, on passe du carbone au climat, hein. On fait un petit pas de côté. Alors déjà, le bilan carbone, c'est un processus qui est normé. Et pourquoi on fait un bilan carbone? Parce que pour toute démarche d'amélioration, pour savoir en fait où est-ce qu'on doit s'améliorer, eh bien on doit faire un diagnostic. Donc en l'occurrence, on doit compter les émissions de gaz à effet de serre. Donc le bilan carbone, son objectif, c'est de mesurer les émissions de gaz à effet de serre et pas que seulement le CO2 d'une organisation. La première approche, en fait, elle a été créée par Jean-Marc Jancovici en partenariat avec l'ADEME au début des années 2000. Et le but, c'était évidemment de trouver un modèle pour compter les émissions de gaz à effet de serre, donc au départ plutôt uniquement lié à l'énergie, hein, puisque c'était le secteur dans lequel travaillait Jean Covici. Et puis très vite, l'idée aussi, et j'y reviendrai, c'est très important, c'est de voir en fait quel est son niveau de dépendance aux énergies fossiles. Pourquoi? Parce que cette dépendance, elle est stratégique, dans le sens où les énergies fossiles, elles vont décroître. Elles vont décroître pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on a bien compris qu'il fallait lever le pied sur la question. Et puis la deuxième, c'est une question de disponibilité. Alors non pas de disponibilité à l'échelle géologique, parce que par rapport à ce qu'on peut entendre ici ou là, on a encore des réserves pétrole, de gaz et de charbon qui sont assez conséquentes, en tout cas pour plusieurs générations, mais plutôt des questions de disponibilité par rapport aux aspects, je dirais, géostratégiques. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas nécessairement du pétrole, du charbon ou du gaz dans son sous-sol. Et il y a derrière cette question, en fait, des questions d'accès aux ressources et aussi de volatilité des prix, etc. Mais l'idée, c'est effectivement de voir quel est le niveau de dépendance qu'on a aux énergies fossiles et si demain on n'y a plus accès pour une raison ou une autre, comment est-ce qu'on fait? Donc c'est donc une démarche d'évaluation et qui doit permettre d'engager des transformations. C'est important parce que le bilan carbone, c'est le début d'une aventure. Hein, c'est pas une fin en soi. Et ça, c'est très important. Euh, le process, il est très simple, c'est on fait un cadrage d'études comme n'importe quelle étude d'impact. Ensuite, on va avoir une phase de collecte des données qui est assez conséquente, puisqu'on va à travers toutes les lignes en fait comptables de l'entreprise, ben, on va aller chercher où est-ce que où est-ce que se cache le carbone. Ensuite, on produit un bilan donc carbone ou bilan de gaz à effet de serre. Et l'idée, c'est d'identifier en fait des actions à mettre en place et puis d'engager l'entreprise ou l'organisation dans cette fameuse transition. Moi, je préfère parler de transformation. Le mot transition, je crois qu'il est un petit peu galvaudé et il n'est pas à la hauteur des enjeux. Ça, c'était le principe général. Qu'est-ce qu'on commence à faire quand on fait un bilan carbone? Bah, en fait, on fait une cartographie des flux. C'est-à-dire qu'on va prendre en fait tous les flux physiques qui sont nécessaires à l'activité. Donc, on a souvent des questions sur, mais alors, c'est quoi le périmètre? Qu'est-ce que je compte? Qu'est-ce que je ne compte pas? Le principe de base, c'est de compter en fait tout ce dont vous avez besoin pour faire tourner votre activité. C'est vraiment le principe de base. Puis ensuite, on le fait évoluer. Donc là, vous avez quelques schémas. Un premier à gauche
assez simple, un second que je vous ai mis à droite, bon, bah, pour une organisation pour laquelle j'ai fait le bilan carbone. Donc, on va avoir, en fait, par exemple, là, c'est une entreprise dont le siège est à Aubagne. Elle a plusieurs usines à droite, en bleu clair. Et puis, elle a des distributeurs, des clients, voilà, des fournisseurs. Et puis, à chaque fois, en fait, on va identifier, eh bien là, il y a de l'énergie, il y a des immobilisations, c'est-à-dire il y a de l'achat de matériel qui va être amorti. Là, il y a de la génération de déchets. Là, il y a des déplacements domicile-travail, etc. Donc, on va cartographier, on va faire la photo des flux pour ces flux, ensuite, les associer à des facteurs d'émission. Là, j'ai pris trois exemples assez simples. Les émissions de gaz à effet de serre d'une voiture, bah, ça va être les kilomètres parcourus qu'on va multiplier en fait par le facteur d'émission qui va être des kilos de CO2 équivalent par kilomètre. Donc, on va juste faire la multiplication. Et puis, si on ne travaille pas sur des kilomètres pour les émissions d'une voiture, mais sur les litres de carburant qu'elle a consommé, c'est souvent le cas dans les entreprises, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer en fait ces litres de carburant consommés au facteur d'émission pour un litre, par exemple, de gasoil, un litre d'essence, etc., etc. On va faire la même chose pour de l'électricité. Donc là, je vais vous donner un cas très simple. Euh, le kilowattheure d'électricité en France, parce qu'on travaille, parce qu'on l'a principalement de sources nucléaires et de sources hydrauliques, donc les barrages, c'est un kilowattheure dont l'intensité, si vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure en CO2, est assez faible. Donc c'est une électricité qui est plutôt décarbonée. Et donc selon qu'on la traite en France ou en Pologne ou en Allemagne, voilà, si on la traite en Pologne, bah, l'intensité carbone de l'électricité va être beaucoup plus forte parce qu'on produit beaucoup d'électricité à partir de centrales à charbon. Si on le fait en Allemagne, là, on va avoir quelque chose qui va être un peu entre les deux, parce qu'en Allemagne, on fait beaucoup, alors un peu au charbon, au lignite, mais surtout beaucoup au gaz. Et donc, on va avoir une intensité carbone forcément plus importante. Et puis, je l'ai fait aussi sur de l'achat de matériel. Bien là, on va soit partir sur des articles, soit sur des euros dépensés. Un exemple très simple aussi, travailler par exemple, sur une industrie. Bon, aller récupérer l'intensité carbone de chaque stylo qui a été acheté. Bon, c'est un peu chronophage, on n'a pas forcément les infos et d'un point de vue stratégique, c'est pas forcément intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le volume d'euros dépensés, par exemple, pour des consommables bureautiques. Et puis là, on aura un facteur d'émission qui sera par euro dépensé. On a aussi une intensité carbone. Ça, on le fait en général sur des choses qui ne sont pas stratégiques. Voilà, parce que c'est beaucoup moins précis. Et puis derrière, un euro, il peut se cacher quelque chose de plus ou moins carboné. Donc, ce qu'on appelle les ratios monétaires on essaye de les utiliser le moins possible. En tout cas, quand on les utilise, c'est vraiment soit qu'on n'a pas le choix, soit que ça n'a pas d'intérêt stratégique. Et ces facteurs d'émission, à la question que vous ne me posez pas, mais que j'entends quand même, qui est, mais d'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent de bases de données. Donc, j'en ai indiqué deux. La base empreinte, qui est l'ancienne base carbone de l'ADEME, dans laquelle on nous dit, eh bien, un litre d'essence, c'est tant de kilos CO2 par litre, voilà, etc. Donc là, c'est une base publique qui a ses limites parce on n'a pas comment l'intensité de de tous les produits. Donc, on peut être amené à passer par des bases privées. C'est notamment la base d'EcoInvent. Et là, ça me permet de vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est calculé de façon très très rapide. C'est que ces données au départ sont réalisées à partir d'analyses de cycle de vie. Et donc, ce sont des études d'impact, par exemple, d'un litre de carburant, donc d'essence, admettons, qu'on va en fait dont on va identifier les impacts non seulement sur le CO2, mais aussi sur les pollutions, sur toute une série d'autres impacts environnementaux. Et en l'occurrence, quand on fait un bilan carbone, on ne prend que la partie carbone. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en amont, il y a des gens qui travaillent et qui font des études d'impact pour ensuite qu'on puisse se servir de ces données. Alors, une fois qu'on a fait ça, bah, on va ranger un peu nos émissions et on va les ranger, on va les catégoriser selon ce qu'on appelle plusieurs scopes.
Alors pendant très très longtemps, on a cantonné, on a limité en fait ce qu'on appelle le bilan de gaz à effet de serre, hein, l'obligation par exemple pour les très grandes entreprises, hein, qui date de plusieurs, ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années, enfin c'est depuis 2000, 2010, quelque chose comme ça, je l'ai plus exactement en tête. Mais on leur demandait uniquement le scope 1 et le scope 2. Et en fait, le scope 1 et le scope 2, c'est ce qui se passe. C'est quand vous soulevez la cloche, c'est sur le périmètre direct de l'organisation. Donc, ça va être principalement les émissions liées à la consommation d'énergie sur place. Donc, ça peut être par exemple une chaudière au gaz, une chaudière au fioul. Ça va être des procédés. Donc là, c'est plus quand on est sur de l'industrie. Ça va être les émissions les fameux gaz très très émissifs qu'on a vus à travers les climatisations. Là, c'est ce que vous avez sous émissions directes fugitives. Et puis, ça va être les émissions issues de la biomasse sur les forêts. Bon, je détaille pas, c'est assez peu courant. Donc, c'est finalement ces émissions-là, plus le scope 2, qui sont les émissions indirectes liées à la consommation d'électricité. C'est-à-dire que finalement, c'est l'électricité que vous consommez sur par exemple, dans vos bureaux. Mais cette électricité, évidemment, elle n'est pas produite dans vos bureaux, puisque l'électricité, c'est une énergie secondaire. Elle est produite elle-même à base de sources d'énergie. Et donc, en fait, on va considérer en fait les émissions liées au fonctionnement de la centrale, nucléaire, hydraulique, charbon, peu importe, en fonction du pays où on est. Donc, le scope 1 et 2, qui a longtemps été l'obligation de reporting sur le carbone, ne concerne finalement à quelque chose près qu'une sorte d'audit énergétique dont on ferait une correspondance en CO2. Et la nouveauté depuis maintenant quelques années, c'est que on a bien compris que le carbone, comme on l'a vu précédemment, il se cachait souvent en amont, notamment dans tout ce qui est nécessaire pour la fabrication des produits, pour leur acheminement, etc. Et donc, on a élargi à ce qu'on appelle le scope 3. Et le scope 3, finalement, c'est tout le reste. Donc, si je reprends le cas de ma voiture, eh bien, oui, je vais avoir une phase d'usage de ma voiture que je vais mettre en scope 1. C'est ce que vous avez sur le 1.2, émissions directes des sources mobiles de combustion. Donc ça, c'est effectivement les émissions liées à la combustion du carburant. Et puis, dans le scope 3, je vais avoir en fait toutes les émissions qui sont liées à la fabrication qu'il y a eu en amont. Voilà. Mais aussi tous les transports qui ont donc les différentes phases de transport qui ont été nécessaires pour qu'à un moment, j'ai cette voiture ou j'ai ce produit en phase d'usage. Donc, ça va être tous les achats de biens et de services. Donc là, vous les avez sur les produits achetés. Ça va être aussi la gestion des déchets, les actifs en leasing amont. Bon, je passe là-dessus, mais globalement, c'est tous vos achats. C'est tout ce qui va se passer avant et c'est tout ce qui va se passer après. J'en profite pour dire que souvent, on associe des déchets aux émissions de gaz à effet de serre. Oui, c'est vrai, mais les déchets, notamment les questions d'incinération ou ce qu'on a vu dans les décharges sur le méthane, sur les émissions de gaz à effet de serre au global, c'est entre 3 et 4 %, donc c'est absolument pas anecdotique. En revanche, c'est vraiment pas l'essentiel. Par contre, les gestions des déchets, ça a des impacts plutôt sur les pollutions et notamment sur la biodiversité. Voilà. Donc c'est là que c'est intéressant aussi parce que il faut arriver à distinguer en fait où sont les impacts. Il y a du carbone, mais il n'y a pas que du carbone. Donc l'utilisation des produits vendus, donc ça c'est aussi très très important, c'est-à-dire que quand vous vendez, je sais pas, quand vous produisez quelque chose, eh bien la phase d'utilisation de ce que vous avez produit, elle va être aussi importante. Là, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai fait le bilan carbone d'un fabricant de piscine. Eh bien, l'essentiel de son bilan carbone, hein, c'était environ 100 000 tonnes. À 70%, c'était sur la phase d'usage de la piscine à travers la consommation d'électricité pour la pompe de filtration. Donc en fait, qui est un grille-pain, hein, puisque ça fait 500 watts, une pompe de filtration, donc c'est pas très très puissant. En revanche, ça fonctionne pendant 4 à 5 mois, 12 heures par jour. Et si vous multipliez par le nombre de piscines, par la durée de vie d'une piscine, à la fin, vous obtenez un jour d'une tranche d'un réacteur nucléaire. Voilà. Donc, et donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est de voir en fait que là où je pensais que c'était peut-être sur tel sujet, finalement c'est peut-être sur tel autre. Si j'élargis un petit peu l'horizon, notamment le scope 3. Voilà, c'est aussi la question des investissements, hein. Donc, pour certains organismes, ça peut être très très important. Est-ce que l'investissement que je fais, est-ce qu'il est très carboné ou pas? Donc, on revient à ces questions d'intensité. Donc voilà globalement la question du scope. Donc pendant très très longtemps, concentré sur le scope 1 et 2, donc qui finalement nous faisait faire
des opérations d'efficacité énergétique. Je change la chaudière, je mets une pompe à chaleur, ok, très bien. Et puis avec l'ouverture au scope 3, bah, c'est toute la chaîne de valeur qu'on va aller investiguer. Et c'est là que c'est très très intéressant parce que c'est là que se cache en général le carbone. Hein. C'est-à-dire que en moyenne, une organisation, le scope 3 va représenter entre 60 et 80% de son bilan carbone. Donc on l'a vu en fait sur cette notion de scope, donc l'énergie 1 et 2, ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire non pas celle que nous on consomme, mais qui a été consommée pour que nous on puisse se déplacer, pour qu'on puisse s'alimenter, pour qu'on puisse se divertir, etc. Donc l'énergie grise au sein de toute la chaîne de valeur, donc l'amont, l'usage, l'aval. Ensuite, on a une notion de scope 4 qui n'apparaît pas dans un bilan carbone, mais qui peut être intéressante. Ce sont les émissions qu'on va éviter à d'autres. Et ce sont aussi les contributions, c'est-à-dire ce qu'on appelait jusqu'à maintenant compensation. Et c'est vrai que c'est intéressant de parler de contribution. C'est plus juste puisqu'on ne peut pas compenser des émissions. On peut par contre contribuer effectivement, notamment à augmenter les puits de carbone en faisant, je vais prendre un exemple, de la reforestation, si c'est bien fait, etc., pour effectivement aller capter du carbone. Donc ça, dans la stratégie nationale bas carbone, c'est contribuer à la partie qu'on voyait en dessous de la ligne de flottaison sur la partie absorption de carbone qui viendra en fait compenser des émissions qu'on ne pourra pas réduire. Voilà. Et puis le dernier scope, et qui pour moi sans doute peut être le scope le plus important, dont on parle assez peu, c'est le scope de l'influence. L'influence, c'est quoi? Je vais vous donner deux exemples très très simples. Le premier, imaginons que vous soyez un expert comptable, bah, votre bilan carbone, il est quand même assez limité parce que ça va être les PC que vous achetez, ça va être l'énergie que vous consommez, ça va être ce que vous mangez le midi, ça va être les déplacements, mais enfin très très vite, ça va être assez limité. Et puis on va pas intégrer tout le carbone qu'il y a dans le portefeuille de vos clients parce que ce serait quand même assez injuste et puis pas tout à fait juste d'un point de vue méthodologique. En revanche, donc là, un expert comptable pourrait me dire, oui, mais moi, carbone, c'est pas chez moi, c'est chez mes clients. OK. Eh bien, justement, l'influence, le scope 5, c'est quoi? C'est de dire que de toute façon, assez rapidement, on va continuer de compter des euros, mais ces euros, on va les mettre en perspective de litres, de tonnes, voilà, d'un certain nombre d'éléments plus physiques, plus tangibles. Et donc, la capacité que vous allez avoir, vous, en tant qu'expert comptable, de faire monter en compétence vos clients et de les prévenir, surtout, par exemple, euh, des petites entreprises qui n'ont pas le temps, qui ont la tête dans le guidon, et de leur dire attention, dans 5 ou 10 ans, on aura une comptabilité qui aura complètement évolué, et c'est important pour vous de commencer à intégrer les notions de carbone et puis demain peut-être d'autres questions dans votre comptabilité. En tout cas, moi, je suis là pour vous accompagner. Ça, c'est hyper important. Ça permet de faire monter l'expert comptable en compétence lui-même sur ces sujets et puis surtout d'accompagner ses clients. Et donc, le pouvoir de l'influence, il est très important. Si je prends le cas d'un acteur, par exemple, je sais pas, je vais prendre le cas de Pernod Ricard, pour lequel je suis intervenu. Pernod Ricard peut agir sur énormément de choses sur le carbone, peut diminuer par exemple l'impact, l'intensité carbone de la fabrication des bouteilles, hein, parce que c'est très très énergivore. Il peut travailler sur un certain nombre de choses, notamment l'agriculture en amont, parce que c'est là qu'il va produire en fait toutes les matières pour réaliser ces boissons. Mais c'est surtout si demain un acteur comme Pernod Ricard décide de dire je remets la consigne en place, j'y vais. En fait, c'est un acteur absolument incontournable et qui va changer, comme on dit, qui va changer le game. Et donc, il là va influencer tout le marché parce que sans doute que ses concurrents vont se dire, ah, euh, un des leaders bouge, donc je me mets à bouger. Donc, cette notion d'influence, elle est absolument essentielle. Ça ne veut pas dire que tous les scopes qu'il y a avant ne sont pas traités. Au contraire, c'est le démarrage. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'émission directe ou indirecte sur son périmètre qu'on ne peut pas agir sur ces questions. J'espère que j'ai été clair sur sur ces notions de scope. Alors, résultat d'un bilan carbone, bien une fois qu'on a calculé tout ça, j'ai pas mis d'illustration des outils qu'on utilise. Voilà, parce que c'est pas forcément indispensable. On va avoir donc on utilise soit un tableur en fait pour faire court, je vous le dis. Donc le tableur développé par l'ADEME, il est assez âpre. Donc finalement, on passe plutôt par des interfaces qui sont beaucoup plus fluides, qui permettent de conserver les données. Donc des logiciels un petit peu plus modernes, qui évitent de passer trop de temps sur Excel. Donc quand on fait un bilan carbone, on a un résultat avec comment dire,
des émissions globales. Donc là, c'est 87 414 tonnes, hein, donc c'est déjà un beau bilan carbone, donc c'est pour une industrie. L'intensité, on peut la ramener par kilo-euro de chiffre d'affaires, par employé, par unité produite, etc. Donc, on a globalement les émissions réparties par les postes d'émissions, et puis ensuite, on va retrouver le détail de chaque famille, les plus importantes, ce qui va nous permettre de construire une feuille de route avec 3 types d'actions à envisager, des actions qui sont à mettre en place immédiatement, parfois qui ne sont que symboliques, mais qui permettent d'engager en fait l'organisation et les membres de l'organisation, des actions plus à moyen terme, donc qui peuvent nécessiter du temps, du financement, voilà, et puis des actions qui sont peut-être plus de rupture et qui, elles, vont s'étaler sur plusieurs années. On est positionné dans une démarche éviter, réduire, compenser, toujours, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on peut déjà éviter, c'est-à-dire se passer de quelque chose. La seconde chose, c'est la question de l'efficacité, c'est comment on peut faire la même chose mais en consommant un peu moins. Voilà, donc ça peut être par exemple la réduction de l'efficacité énergétique. Et puis ensuite, compenser ou contribuer, c'est une fois qu'on a réduit toutes ces émissions, bah, comment on peut venir, pour atteindre cette fameuse neutralité ou contribuer à la neutralité, venir compenser. J'en profite pour dire que le but d'un bilan carbone, c'est pas de se comparer à un autre, parce qu'en fonction des hypothèses qu'on prend, en fonction d'un certain nombre de choses, la fiabilité des facteurs d'émission, voilà, ou du périmètre qu'on a choisi, eh bien, on peut avoir des méthodologies des fois qui diffèrent un peu. C'est pour ça que le but, c'est pas de se comparer à un acteur concurrent ou qui serait sur le même domaine, mais c'est plutôt de regarder son activité, de voir comment on peut agir à son niveau. Donc, dans le cas présent, il y a des actions sur l'amélioration de la collecte des données, par exemple, parce que quand on a fait ce bilan carbone, on a vu qu'il manquait des données. Donc, l'étape prochaine, ça sera d'avoir des données un peu plus fines ou d'obtenir des données sur des sujets sur lesquels on n'avait pas. Ça va être sur l'éco-conception des produits, c'est-à-dire à chaque étape du cycle de vie, voir comment on peut optimiser, réduire, changer de matière, etc. Ça peut être sur l'exemplarité, la sensibilisation des collaborateurs, les déplacements, la logistique. Enfin bon, après, on a, en fonction de l'activité et de ce qu'on a eu comme résultat, eh bien, on va avoir une stratégie précise là-dessus. Alors, les différentes déclinaisons, bah, c'est intéressant parce que cette approche, on peut l'avoir évidemment pour un office de tourisme en tant qu'organisation. D'accord? Et là, je parle bien, j'y reviendrai après, comme n'importe quelle autre organisation, qui a un bâtiment, qui a des déplacements, qui mange le midi, etc. Ça peut être au niveau d'un territoire. Donc là, j'ai indiqué, par exemple, ce que fait l'ADEME à travers l'accompagnement sur transition écologique à travers un outil qui est plutôt bien fait. Ça peut être sur un événement, par exemple, donc sur une durée en fait très courte. Quel est le bilan carbone de tel festival ou tel congrès. Ça peut être sur un produit, sur un service, et là, c'est toutes les questions qui arrivent sur l'affichage environnemental des produits, dont la partie carbone sera un des piliers, voilà, de telle sorte qu'on puisse accompagner le consommateur, l'acheteur, sur le choix de produits plus vertueux. Ça peut être évidemment, c'est dans le cas des organisations d'entreprise, donc j'ai mis la clé verte notamment pour un acteur de l'hôtellerie, mais ça peut être sur des labels un peu plus larges, type RSE, là j'ai mis le label Bicorp, mais ça aurait pu être AFNOR, Lucie ou d'autres, où le carbone va être aussi un élément prépondérable. Ça peut être aussi au niveau d'un individu, vous pouvez faire votre propre bilan carbone pour voir si vous êtes, par rapport à l'empreinte des 10 tonnes moyennes en France, est-ce que vous êtes plutôt au-dessus ou en dessous, et puis voir sur quel pilier vous pourriez éventuellement agir. Et puis ça peut être au niveau d'une filière de façon beaucoup plus verticale, comme ça peut être sous le tourisme, comme on l'a vu tout à l'heure à travers les chiffres macro. Donc, pour un office du tourisme, en fait, il y a deux approches. Vous avez une approche, donc, le disait organisation, qui est faire le bilan carbone de son organisation comme de n'importe quelle autre organisation. Le périmètre, ça va être les émissions dont l'organisation est responsable, directe ou indirecte, scope 1, 2 et 3. L'objectif, c'est d'identifier des pistes de réduction pour l'organisation. Donc voilà, ça va être des choses du type covoiturage, prendre des PC reconditionnés plutôt que d'acheter des PC neufs. Ça va être peut-être avoir une alimentation un petit peu moins carnée, ce genre de choses. Et puis ensuite, on peut basculer sur l'approche destination, alors qui est évidemment plus, comment dire,
plus intéressante dans le sens où elle est plus stratégique. Et là, ça va être toutes les émissions liées au tourisme sur un territoire, et là aussi direct et indirect. Et le but, là, n'est plus d'identifier des pistes pour l'organisation, mais bien d'identifier en fait une stratégie pour tout un écosystème et pour un territoire, avec la nécessité, bah, évidemment, d'y associer l'ensemble des ce qu'on appelle des parties prenantes. Donc l'utilité d'une approche carbone-climat, finalement, c'est bien de travailler sur ces deux points, à travers à la fois la responsabilité qui est orientée sur comment je peux réduire mes émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur l'adaptation, même si ça, c'est pas l'objet d'un bilan carbone, mais j'en profite pour le dire, c'est-à-dire sur les risques et dépendances qu'on peut avoir à un certain nombre d'éléments qui sont carbonés, ou surtout sur les conséquences du réchauffement climatique sur son territoire, sur son bassin de vie ou sur son organisation. Et tout ça, à chaque fois, on le traite d'amont en aval. Alors, le parcours pour un OT et les perspectives. Donc, la première chose, c'est de s'engager. Voilà. Et c'est de sensibiliser et embarquer les collaborateurs, parce que sur ce sujet, c'est un sujet qui est éminemment complexe et technique, et qui est beaucoup plus simple en fait quand on le traite à plusieurs, et surtout quand on a un référentiel commun et qu'on a bien compris en fait les enjeux. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le second, c'est effectivement d'identifier les impacts et de prioriser les actions. C'est un petit peu comme en RSE, d'ailleurs c'est un sous-pilier de la RSE. Il ne s'agit pas en fait d'avoir 15 dossiers à traiter, il s'agit d'identifier en fait ceux qu'on peut démarrer tout de suite, et puis ceux qui ont vraiment une valeur stratégique à moyen long terme, et de se comment dire de se concentrer sur ces points, donc de cibler. Ensuite, c'est de travailler, c'est de coopérer, parce que c'est toute la chaîne de valeur qu'il va falloir en fait intégrer. Et puis c'est aussi innover, parce que tout ça c'est de la transformation. Donc innover, c'est pas uniquement du progrès euh, technique, ça peut être aussi innover de façon organisationnelle, managériale, dans les comportements du quotidien, et puis des opportunités qui peuvent aussi se présenter. Et tout ça, ça ne se fait que si euh, on imagine aussi le récit d'un monde différent, d'un futur souhaitable. En l'occurrence, là, pour le territoire, c'est quelle est la vision d'un tourisme différent, parce qu'encore une fois, comme le dit Kate Raworth, qui a développé le concept du donut, pour ceux qui connaissent, c'est on ne peut pas quitter un système sans avoir de perspective sur un système qui pourrait le remplacer. Donc en même temps qu'on a besoin de transformer le système d'aujourd'hui, on a surtout besoin en fait de se projeter sur un autre système, ce qui nous permettra de faire la passade. Donc c'est s'engager, et c'est engager les parties prenantes. Pour moi, un office du tourisme, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de c'est une organisation comme les autres, donc elle a une responsabilité sur la réduction de ses gaz à effet de serre. C'est surtout une interface entre des prestataires et des visiteurs. Donc ça, c'est très très important pour moi. Et là, il y a une opportunité pour faire cohésion, je dirais, sur ce type de sujet. C'est évidemment le fait d'intégrer les collaborateurs, je l'ai dit, des partenaires, les acteurs du territoire, institutionnels ou de tutelle, comme la fédération, et puis aussi les riverains. Alors que j'ai mis en pointillé, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, le sujet du tourisme, à travers derrière ces éléments, qu'est-ce qu'on a? On a Venise qui veut plus qui veut plus autant de bateaux dans sa rade. On a Barcelone qui se pose des questions sur est-ce qu'il faut pas limiter, comment on régule le nombre de touristes. On a la pression foncière dans certains cas qui ne permet pas aux saisonniers de se loger. On a évidemment les dégradations que peut causer le tourisme sur l'environnement immédiat des riverains. On a toutes ces questions, et donc le, 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 le tourisme est un secteur en fait qui est multifactoriel. De ce point de vue-là, c'est pas forcément évident, mais en revanche, c'est passionnant et très important. Ce qui est aussi très très important, c'est d'adopter une vision globale. Je vous ai mis ici les 9 frontières en fait planétaires telles qu'elles ont été modélisées par les scientifiques du Stockholm Resilience Center en 2009. L'idée, c'est quoi? Vous voyez sur le graphique à gauche, en fait, en haut sur la partie gauche, vous avez le changement climatique. Mais en fait, l'équilibre du système Terre, il dépend je dirais, thématiques, qui sont effectivement le climat, la biodiversité, la quantité de pollution générée, la couche d'ozone. J'en profite, la couche d'ozone, l'effet de serre.
complètement différent, hein. L'ozone, c'est très, très haut dans l'atmosphère et ça nous protège des rayons ultraviolets et ça, on a réglé le problème. C'est pour ça que là, on est dans une zone encore de sécurité. En tout cas, on est revenu dans une zone de sécurité. La concentration atmosphérique en aérosol, bah ça, c'est de la pollution, par exemple, à l'ozone, hein, c'est ce qu'on vous met sur l'autoroute quand on vous dit attention, pollution, voilà. Donc ça, ce sont les aérosols dans la basse couche de l'atmosphère qui viennent vous attaquer les bronches. Donc ça, c'est du direct. L'acidification des océans, donc bon, là, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais la frontière vient d'être franchie, hein, c'est tout récent, qui est directement reliée d'ailleurs au CO2, puisque le CO2 se dissout dans l'océan, hein, puisque l'océan est un puits de carbone, et donc le CO2 contribue à l'acidification. Et en l'occurrence, cette frontière vient d'être dépassée puisque le CO2 continue d'augmenter. La perturbation des cycles biogéochimiques, donc vous voyez P pour phosphore et N pour nitrogène, en fait en français c'est l'azote. C'est quoi? C'est les éléments nutritifs. Donc c'est notamment tous les intrants qu'on va mettre en excès au niveau de l'agriculture. Et de ce point de vue-là, il faut bien comprendre que la France est un champion du monde, hein. Voilà, donc si vous prenez les algues vertes dans la rade en Bretagne, et les phénomènes d'eutrophisation, bah, c'est lié en fait aux élevages porcins, voilà, avec tous ces éléments nutritifs en excès. Euh, et donc ça, c'est un vrai sujet. Et là-dessus, la France est vraiment pas exemplaire. Et le cycle de l'eau, évidemment, l'eau bleue, celle pour s'approvisionner, puis l'eau verte, celle qui va profiter qui va s'infiltrer et profiter à la biodiversité. Et le changement d'usage des sols, ça peut être la déforestation, ça peut être l'urbanisation, etc. Et en fait, l'ensemble de ces 9 frontières, on voit qu'on a dépassé pardon, le plafond environnemental, hein, c'est ces zones de risque grandissantes, hein, rouge, orange, voire rouge foncé. Et c'est tout ça qu'il faut essayer d'intégrer parce que tout ça fonctionne ensemble. Les facteurs clés de succès, pour moi, sur ces aspects, j'y reviens, c'est avoir un référentiel commun. On ne peut pas transformer des choses qu'on n'a pas réellement comprises. C'est agir à son niveau. Pourquoi? Parce qu'en fonction de son niveau de maturité et de la spécificité de son territoire, ça c'est hyper important dans le tourisme qu'on se situe en Camargue, dans le parc des Écrins, qu'on soit sur la côte ou qu'on soit à l'intérieur des terres, sur un bassin versant menacé ou pas. Évidemment, il y a une particularité qu'il faut arriver à traiter. Et ça, c'est vraiment essentiel du point de vue climat, mais pour tous les autres aspects environnementaux. Ensuite, c'est partager et coopérer, c'est vraiment faciliter le partage d'informations, c'est absolument essentiel pour progresser collectivement, donc entre pairs et aussi avec l'écosystème. Et c'est dépasser la vision technique, parce que finalement, à travers ce que je vous ai partagé ce matin, bah, il y a des éléments qui sont un petit peu de l'ordre de la physique, de la chimie, de la biologie, mais à la fin, tout ça, c'est pour permettre le vivre ensemble. Le GIEC, hein, il a reçu un prix Nobel en 2007 de mémoire. Il n'a pas reçu le prix Nobel de physique, de chimie ou de biologie. Il a reçu le prix Nobel de la paix. Et c'est pas anodin. C'est que en fait tout ça c'est aussi pour qu'on puisse tous vivre ensemble dans des conditions satisfaisantes. Donc c'est hyper important de dépasser cette vision technique. Là je vous donne juste un exemple sur ce qu'on fait avec le collectif sur l'accompagnement des communes pour le budget vert. C'est une nouvelle réglementation qui leur demande d'évaluer leur budget au regard dans un premier temps de l'atténuation, ensuite de l'adaptation, ensuite de la biodiversité, ensuite de l'eau, ensuite de l'économie circulaire, c'est-à-dire de la gestion des ressources, et enfin des pollutions, ce qu'on demande aussi aux entreprises à travers la CSRD qui nous vient de l'Europe. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est sur la même matrice, on va dire, les mêmes objectifs. Si on le prend comme un énième aspect réglementaire, bon, eh bien, c'est traité comme un aspect réglementaire. On produit un rapport plus ou moins bien ficelé et on s'arrête là. Si maintenant on essaye de prendre de la hauteur, de regarder les choses dans leur globalité et d'en faire un projet de territoire en intégrant en fait les parties prenantes, on imagine un monde différent et on embarque tout le monde. Et c'est complètement différent. Et ça, c'est vraiment essentiel sur ces sujets. Pour aller plus loin, je l'ai dit, tout est lié. Donc, à travers le climat, les ressources, dans les ressources, vous avez l'eau et puis toutes les matières premières et la biodiversité. Finalement, c'est bien cette approche qu'il faut essayer d'avoir. Donc, on est parti du bilan carbone, mais c'est bien vers ça qu'il faut essayer d'aller pour éviter notamment les questions de maladaptation. Je peux répondre à une logique climat et je vais dégrader la biodiversité ou je vais surconsommer des ressources et les impacts vont être ailleurs. Donc, il faut essayer d'avoir cette vision. C'est pas évident. C'est ce qu'on appelle la complexité, mais c'est comme ça qu'on est plus efficace et qu'on est plus rapide. Donc le climat, atténuation, adaptation,
l'eau et les matières premières pour les ressources, donc ça peut être les questions d'économie circulaire, par exemple, etc., et de sobriété, évidemment. Et puis sur la biodiversité, j'en profite pour dire que la biodiversité, c'est à la fois la préserver, ça c'est la première chose, ça serait l'équivalent de la sobriété sur les ressources. C'est la restauration, c'est-à-dire quand on a dégradé effectivement la biodiversité, on peut essayer de la remettre en état. Et puis c'est la régénération, qui est encore un autre principe, et le mot est utilisé un petit peu à tort à travers. Et là, c'est reproduire les conditions pour permettre à la biodiversité d'avoir un cycle naturel. Voilà, donc c'est encore un autre élément. Mais c'est hyper important de comprendre que tout est lié. Et c'est finalement se donner un objectif de pivoter vers l'excellence environnementale, puisque le carbone est partout sans qu'on le nomme nécessairement. Il constitue le point de départ, je l'ai mis, d'un bilan environnemental global. Et j'ai repris un petit peu ce que vous demande, enfin ce que propose le référentiel destination d'excellence d'Atout France. Et finalement, on rejoint exactement ce qu'on a vu à la fois sur l'organisation et le territoire, de la formation des équipes jusqu'à la réalisation d'un premier diagnostic. Alors, on vous propose de réaliser un diagnostic environnemental, c'est pas évident parce que c'est très très large. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le carbone est souvent le premier pilier ou la première brique. Voilà. Si idéalement vous pouvez le faire de façon globale avec les autres sujets, bah, c'est vraiment mieux. Définir un programme pluriannuel, bah oui, effectivement, c'est planifier. Hein, on se rend bien compte de tout ça qu'on est plus sur du moyen long terme. Donc c'est important de reprendre un peu ces notions de planification. Et puis disposer d'indicateurs de suivi de cette performance. Voilà, donc ça c'est pour l'organisation. Et puis pour le territoire, c'est le rôle que vous allez avoir auprès effectivement de tous vos visiteurs, des professionnels avec lesquels vous travaillez dans votre écosystème. Et puis cette façon de mettre en lumière et d'inspirer toutes les actions, toutes les initiatives qui vont dans ce sens, avec évidemment toute la façon de communiquer auprès des visiteurs, avec notamment ce qu'on peut faire en matière de nudge, c'est-à-dire cette modification des comportements, mais sans dire il faut faire ci ou il faut faire ça. On sait très bien que ça marche pas. Moi, quand je fais par exemple des ateliers sur le climat, euh, j'explique de façon factuelle pourquoi la viande contribue au CO2. En revanche, je ne termine pas en disant il faut arrêter de manger de la viande. Je propose plutôt des recettes à base de céréales pour découvrir des nouvelles saveurs. Voilà, parce que c'est un petit peu plus engageant et c'est plus, a priori, plus efficace. Voilà globalement. Et juste pour terminer sur une perspective, on est en train de monter avec un certain nombre d'acteurs un dispositif Club Carbone, qui est un dispositif d'acculturation et de partage du sujet, qui a l'avantage de pouvoir s'adresser à des communautés existantes. Ça pourrait être le cas, par exemple, des offices de tourisme, mais avec la possibilité à terme de s'interconnecter avec d'autres clubs ou d'autres communautés qui peuvent être des communautés plutôt territoriales, pour pouvoir partager et relier en fait toutes les initiatives et monter en compétences collectivement. Voilà, j'espère avoir tenu à peu près le timing et vous avoir donné les éléments. Je crois, Marie, qu'il y a quelques questions dans le fil de discussion. Exactement. On a Véronique de l'Office de Sercheux qui demande s'il y a des outils qui peuvent permettre de s'auto-évaluer au niveau d'une structure. Pas véritablement. On a des outils pour faire un bilan carbone à titre individuel. Ensuite, au niveau d'une organisation, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça demande quand même beaucoup de données. Contrairement, par exemple, à une démarche RSE où là, on va pouvoir faire une sorte de pré-diagnostic sur ce sujet. Est-ce que j'ai déjà engagé ceci, cela? Est-ce que j'ai déjà fait ceci, cela? Dans le carbone, on va arriver quand même très, très vite à des questions de gestion de flux et de données, malgré tout. Voilà. En revanche, ce qu'on peut faire, et c'est quelque chose qu'on est en train de développer avec le collectif, c'est donner, via des groupes de travail, c'est donner les grandes lignes avec quelques facteurs d'émission pour pouvoir non pas avoir un bilan carbone au sens propre du terme, mais avoir déjà en fait une approximation. Voilà, donc ça peut être intéressant. C'est pas un bilan carbone au sens comment dire méthodologique du terme. En revanche, ça permet de rentrer dans le sujet et c'est déjà très intéressant. En fait, ce qui est intéressant dans le bilan carbone, je le redis, c'est pas vraiment de compter le CO2 parce qu'aujourd'hui on le compte encore de façon plus ou moins approximative. C'est en fait de mettre de mettre la main dans une autre vision de son activité.
C'est-à-dire, pour mon activité, j'ai besoin de tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après. Mais il n'existe pas, il n'y a pas un site sur lequel vous pouvez dire, OK, je suis une entreprise dans tel secteur, je rentre quelques infos et puis ça me donne une approximation. Ça n'existe pas. Enfin, pas à ma connaissance. Et donc, pour, une structure qui souhaiterait, se lancer dans la démarche, qu'est-ce que vous préconisez? Du coup, de contacter directement un professionnel qui peut les accompagner, là-dessus? Euh, oui, oui. C'est Alors, encore une fois, je veux faire mon bilan carbone. Je vais contacter en fait un professionnel. Voilà, ça va être un bureau d'études. Voilà. En revanche, on peut imaginer, et je pense que ce qui est intéressant avec la démarche de la fédération là, c'est ce qui peut être imaginable. Alors, je le dis parce que je travaille dessus, mais ça peut être d'autres personnes, hein, peu importe. C'est effectivement de se réunir à plusieurs pour avoir en fait les grands principes méthodologiques et à travers un petit fichier Excel, c'est déjà de pouvoir faire pas mal de choses. Là, on est au niveau de l'organisation, hein, j'entends, hein. Si on raisonne au niveau de la destination, mmh, on va avoir besoin de données quand même beaucoup plus importantes. d'accord. On a Nathalie qui demande à peu près, pour faire le bilan carbone d'un office, d'une structure, donc là on est dans l'aspect vraiment structure, quel coût approximatif ça demande? Alors, je peux pas vous répondre, donc je vais vous faire une réponse de Normand, bien que je sois bourguignon installé en Provence. Moi, je travaille pour le réseau BPI, donc il y a un diagnostic qui est intéressant dans le sens où c'est non seulement le comptage du CO2, mais aussi des ateliers de co-construction, plus ensuite une sorte, non pas de feuille de route, mais de priorisation de quelques actions qui ont émergé des ateliers. Donc c'est quand même quelque chose d'assez complet. Ça, c'est une douzaine de jours de travail pour un consultant et c'est facturé 10 000 euros à l'organisation. D'accord? Bon, il y a une subvention derrière, etc. Dans le cas d'un office du tourisme, ça va dépendre avant tout déjà de la taille et du périmètre qu'il va choisir. Mais on peut imaginer des choses beaucoup plus légères et on peut imaginer des choses beaucoup plus légères. Quand je dis légère, c'est accessible d'un point de vue financier. Si on imagine quelque chose plutôt en mode groupe de travail. Moi, c'est ça qui me semble très intéressant en fait dans la démarche de la Fédé. Enfin, si j'avais une proposition à faire, hein, ce que vous ne m'avez pas demandé, mais ce serait de dire regroupez-vous à quelques-uns pour faire une journée déjà pour bien comprendre, pour sortir avec un fichier, voir ce qu'on va aller chercher comme données, et puis d'avancer comme ça sur voilà. Et là, on peut arriver à quelques milliers d'euros pour avoir une première approximation qui est l'essentiel en fait du bilan carbone. Il y a juste, on est beaucoup démarché par des prestataires qui proposent des outils pour mesurer justement ce bilan un peu tout Ouais, seul. C'est-à-dire qu'ils nous mettent du type, j'en parle parce qu'ils sont très actifs sur ce dossier, genre Hello Carbone. Voilà. oui. Est-ce Alors, que Hello Carbo, Hello Carbo. Hello Carbo, oui, pardon, Oui, excusez-moi, je me suis perdue. oui. Alors Voilà. ça, Donc, ouais. Donc là, alors il y a deux choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des plateformes, dont la promesse, ça va être de, bah, écoutez, je vous fournis un outil, puis vous avez juste à remplir les cases, et puis à la fin, vous appuyez sur le bouton et vous avez votre bilan carbone. Bon. Là, je vais me permettre d'être un tout petit peu, comment dire, un petit peu Technique? direct pour dire que c'est pas la bonne façon de faire. C'est pas la bonne façon de faire parce que déjà, tout ça, faut le remettre dans un contexte. Parce qu'un bilan carbone pour faire un bilan carbone, ça n'a aucun intérêt. Un bilan carbone, par contre, pour progresser d'un point de vue environnemental sur une vision globale, etc., ça c'est intéressant. Donc, ça demande d'être un peu accompagné. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'utilisation d'une interface pour que ce soit un petit peu plus, comment dire, un peu plus sympa, hein, parce qu'au départ, je vous ai pas montré le bilan carbone de l'ADEME, hein, le fichier, le tableur Excel du bilan carbone de l'ADEME, parce que franchement, il fait peur et il fait mal à la tête. Voilà. Et même quand on aime Excel. Et donc là, l'intérêt d'une plateforme, elle peut être intéressante. Donc moi, par exemple, quand je fais une plateforme, quand je fais un bilan carbone, comme quand je fais, par exemple, une analyse de cycle de vie à la dimension d'un produit, j'utilise des logiciels. J'utilise des logiciels parce que en fait, ils vont me simplifier la vie, ils vont me permettre de stocker les informations, de partager l'interface avec mon client. Et donc, c'est beaucoup plus agréable que de travailler sur Excel. Ça permet d'avoir une protection des données plutôt que de mettre des fichiers Excel sur un drive en permanence, etc., etc. Donc, oui, pour une interface, à moins que vous soyez déjà vraiment très avancé sur l'approche de la comptabilité carbone,
faire ça sur une interface sans être accompagné, c'est pas pour militer pour ma paroisse, hein, c'est pas la question, c'est juste que c'est a priori tous ceux qui l'ont fait, bon, sont plutôt revenus et ils ont plutôt galéré. Donc voilà, c'est pas forcément très intéressant. En tout cas, c'est mon conseil. Merci. Il y a donc Anne Bénévé qui lève la main pour s'exprimer. On va lui donner la parole. Bonjour. Donc, effectivement, Anne Bénizet de l'Office de tourisme d'Arles. J'ai du coup une question un peu plus macro. Ouais. C'est la deuxième intervention de la semaine sur cette thématique-là pour ma part. J'avouerai qu'il faut quand même être bien accroché de s'en faire deux dans la semaine. Parce qu'effectivement, c'est quand même, vous nous annoncez des choses pas forcément très enthousiasmantes. J'ai participé à, je pense que la première intervention que j'ai eue à ce sujet date d'il y a au moins 2 ans ou 2 ans et demi. C'est vrai que du coup, en termes d'influence, on se rend compte que c'est très long pour faire transformer les esprits et enfin agir. Au cours de cette intervention, on m'avait exposé le cas d'une personne individuelle qui effectivement pesait à l'époque 9 tonnes, donc maintenant on parle de 10 tonnes, et qui pour arriver aux 2 tonnes que tout le monde va devoir peser en 2050, elle avait exposé des cas qu'elle avait, enfin des actions qu'elle avait mis en œuvre, donc à l'échelle d'une personne individuelle. Elle avait plus de voiture, elle faisait tout en transport en commun, elle mangeait plus de viande, tous ses achats Ouais. vestimentaires étaient sur de la seconde main, même au niveau de l'ameublement, etc. Je me souviens plus quel effort elle avait fait en termes d'énergie chez elle. Bon, bref, tout ça cumulé, c'est vrai qu'il y a 2 ans et demi, la liste avait été longue et je m'étais dit, waouh, là pour le coup, c'est vraiment être engagé. Elle arrivait qu'à 7 tonnes. Alors là, je m'étais dit, je me suis dit, waouh, il en reste quand même 5. Donc après, si on réfléchit, à part nous imposer en tant qu'individu, c'est-à-dire nous dire, là, à partir de cette date-là, c'est fini, vous avez tant de fringues à pouvoir acheter par an, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, Ouais, si, bien sûr. Ouais, bien voilà, sûr. à la limite, peut-être que demain, on va peser nos kilos d'achat, je sais pas. Donc du coup, je me questionne par rapport aux entreprises, puisque, alors à ce jour, alors les grosses structures ont déjà pesé leur empreinte carbone, ça, il n'y a pas de souci. Je suppose que des actions sont déjà mises en œuvre. Vous qui êtes expert, je pense que c'est vrai qu'on a beaucoup quand même, nous, de structures qui sont déjà dans des démarches avec le label ISO 20121. On a des offices alentours qui pèsent déjà toutes leurs actions, etc. Donc, je suppose qu'elles ont un retour sur d'où elles sont parties, où est-ce qu'elles sont arrivées. Est-ce qu'avec ces efforts donc individuels, est-ce qu'en tant qu'expert, vous avez quantifié, vous, ces efforts individuels, alors même en étant à la limite de l'utopie, un individuel, où est-ce qu'il pourra arriver si vraiment on met en œuvre des choses limite révolutionnaires du coup, parce que Mhm, mhm. moi, pour moi, ça dépasse l'innovation, mais il n'y a pas de souci. Et ces entreprises qui déjà aujourd'hui ont mis en œuvre, est-ce qu'on arrive à 2050 à quelque chose de correct ou est-ce que c'est vraiment utopique tout ce qu'on pense aujourd'hui? Alors, vous savez, c'est un petit peu comme quand on me demande, moi, si je suis optimiste ou pessimiste. En fait, je réponds, je suis ni l'un ni l'autre, je suis engagé. C'est-à-dire que ce qu'on a devant nous, là, en fait, faut le traiter. Alors évidemment, on a des chiffres et ces chiffres, ils nous disent, mais en fait, on a l'impression que la montagne, elle est impossible à gravir. Dans ce que vous évoquez, il y a plusieurs choses. Il y a qu'est-ce que je peux faire moi à titre individuel. Il y a qu'est-ce que l'entreprise dans laquelle je travaille ou les entreprises en général peuvent faire. Et puis il y a qu'est-ce que comment la gouvernance mondiale en fait, voilà, peut faire. Si on attend de la gouvernance mondiale, en fait, on fait rien. Parce que la gouvernance mondiale, en fait, elle ne fait que répondre. Vous savez, c'est comme nos politiques. Nos politiques, en fait, ils répondent à travers un bulletin de vote. Ils répondent à travers à la fois ce que les entreprises leur demandent, parce qu'ils ont l'oreille. Les entreprises ont l'oreille du gouvernement puisqu'on ne parle qu'économie, et puis à la fois des électeurs, c'est-à-dire des individus. Donc en fait, quand vous dites effectivement une personne qui a fait beaucoup d'efforts est passée de, je sais pas, de 9 tonnes à 7 tonnes et elle voit pas où elle a encore de la marge, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a deux choses. C'est qu'il y a il y a une démarche dans le temps. Il y a énormément de choses d'un point de vue structurel qui vont bouger. Je vais vous donner un cas très simple. Aujourd'hui, dans le monde, à peu près, donc je vais donner un ordre de grandeur, hein, mais à peu près 20% des émissions mondiales sont liées aux centrales à charbon qu'on peut retrouver en Chine.
D'accord? Là, on se dit, bon, bah, OK, aux Chinois de transformer, etc. Alors, ce qui se passe, c'est ce qu'on ne rend pas compte, mais en fait, les Chinois, ils sont quand même très actifs sur la question. Bon, sauf qu'effectivement, ils sont très nombreux. Donc, ce que je veux dire, c'est quand les Chinois vont basculer, parce qu'ils sont en train de le faire, ça va mettre 20 ou 25 ans, on est bien d'accord, hein, tout ça, on est sur des horizons, faut l'avoir en tête, qui sont des horizons plutôt moyen-long terme. Mais quand ils vont basculer, en fait, tout de suite, on va avoir une réactualisation des données. Maintenant, dans la question que vous posez, est-ce que c'est utopique? Moi, je peux pas vous répondre. En fait, j'ai pas de boule de cristal pour dire est-ce qu'en 2050 on y sera. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on fasse tout pour diminuer et pour limiter les conséquences. Est-ce qu'on arrivera à limiter à 1,5 degré comme le prévoit des accords de Paris au départ? La réponse est non. Très clairement, la réponse est non. Est-ce qu'on arrivera à limiter à 2 degrés? C'est effectivement encore tout à fait jouable. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, les 1/10 de degré, ce sont des conséquences absolument majeures. Donc, ça veut dire qu'il faut que chacun d'entre nous puisse faire des efforts, puisse modifier ses comportements. Et puis, ça veut dire aussi qu'il y a des choses au niveau structurel, au niveau macro, qui vont changer. Je vais vous donner un élément positif. En 2023, le supplément d'électricité par rapport à 2022 qui a été produit. D'accord? Donc, c'est pas toute l'électricité, hein, c'est ce qu'on a produit en plus en 2023 dans le monde, l'a été majoritairement à partir d'énergies renouvelables. Donc, on est en train de basculer, notamment sur l'aspect énergétique, et le carbone, c'est lié à l'énergie, hein, c'est juste qu'elle est pas forcément chez moi, mais elle peut être avant, elle peut être après, mais c'est lié quand même principalement à l'énergie. Donc, tous ces systèmes sont en train d'évoluer. Mais là aussi, il y a une inertie. C'est-à-dire qu'entre le moment où on décide de mettre en place un nouveau système énergétique ou qu'on décide de faire des pistes cyclables, bah c'est pas demain. Il faut le projeter sur 5, 10, 15, 20 ans. Voilà. En revanche, l'engagement de chacun est important. Et donc, là où la personne que vous avez citée est passée à 7 tonnes, avec un monde qui a aussi changé autour d'elle, en fait, elle sera automatiquement à 5 tonnes. Alors, est-ce qu'on arrivera à être à 2 tonnes? Très honnêtement, je ne peux pas vous répondre, Anne. J'ai pas, moi, de boule de cristal. Ce que je sais, c'est que chaque chaque 10e de degré compte et que ces 10e de degré, c'est autant de choses qui vont nous mettre dans une situation où on va avoir des conséquences qui vont être absolument terribles. Et là, c'est pas pour être oiseau de mauvais augure. Et moi, je suis désolé de me faire le relais de ça. Mais quand il va faire 45 degrés en permanence, si je prends le bassin méditerranéen, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très très compliqué à tout point de vue. Donc bon, tout ça, il faut absolument, comment dire, y contribuer d'une façon ou d'une autre, et peu importe en fait où on se situe. En revanche, c'est ce que je mettais tout à l'heure dans la présentation, c'est agir à son niveau. Si on se met à un niveau, si on vise le haut de la montagne tout de suite, on n'y arrive pas parce qu'on se décourage, on est frustré, on a mal au ventre, on se dit ah ouais non mais c'est pas possible. Donc c'est pas à pas. Qu'est-ce que je peux faire de pratico-pratique à mon niveau d'influence, à mon niveau de responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire? Et puis ensuite, j'avance. Et moi, je vois des choses absolument, enfin, hyper intéressantes dans ce que je fais. Je vois notamment là, si je prends, je fais une étude là pour des gens qui vont faire de l'engrais à base d'urine. Voilà, donc il y a 10 ans, vous parliez de ça, on vous regardait avec des gros yeux en rigolant, en disant non mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi, voilà, euh, un petit peu avec un côté tabou. Dans 10 ans, on n'en parlera plus en fait, parce on fabriquera plus d'engrais à partir d'azote, en plus qui pénalise notre balance commerciale parce que c'est fait à l'étranger, en plus c'est pas fait chez nous. Voilà. Donc eh bien quand on se servira de notre urine qui est naturellement riche en azote pour alimenter en fait l'agriculture locale. Voilà. Maintenant, on a très clairement des signes qui ne sont pas des signes positifs. Si je prends par exemple le recul sur l'agriculture suite à la manifestation des agriculteurs, bah, on a pris le problème dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on a réagi émotionnellement parce qu'effectivement, la vie d'un agriculteur aujourd'hui, c'est très compliqué. Et c'est absolument pas acceptable de savoir on a un niveau de suicide à ce niveau-là. En revanche, c'est pas rendre service que de dire bon bah finalement non, on n'est pas obligé de mettre des haies, on n'est pas obligé de faire ceci, on n'est pas obligé de faire cela. On a besoin d'avoir une vision systémique des choses en fait. Donc de ce point de vue-là, c'est pas terrible. On a eu là un gros stop sur l'agriculture, et l'agriculture c'est un point qui est absolument mais fondamental. Agriculture, alimentation, on se rend pas compte, mais si on regarde sur le carbone et sur tous les autres aspects de l'environnement, c'est monstrueux. On ne se rend pas compte qu'en France, on ne fait que de la céréale qu'on exporte. Euh,
complètement boosté à base d'intrants, très émissif et très impactant, qui dégrade les sols, qui dégrade la biodiversité. Vu que tout ça fonctionne ensemble, on se tire une balle dans le pied, en fait, clairement. Voilà. Donc, il y a des éléments, il y a des vraies initiatives et il y a des vrais. Tout le monde est en train de s'emparer de ces sujets-là. Et c'est ça qui est important. Maintenant, moi, je ne peux pas vous dire si on sera en 2050, si on aura réussi individuellement à être à 2 tonnes, c'est-à-dire à être collectivement à 200 millions, à 150 millions ou à 85 millions, je ne sais plus, de tonnes sur la France. Je ne peux pas répondre à cette question. Il est 11 heures, excusez-moi, je fais un peu le maître du temps. Je propose qu'on conclue ce webinaire. Il reste une ou deux questions qui n'ont pas été traitées, notamment sur des exemples d'actions concrètes. Alors ça, on n'a pas eu, Stéphane, de témoins à vous proposer. Malgré tout, il y a quand même des choses qui sont en train de s'initier. On vous fera passer un peu à la méthode ADN Tourisme avec des inspirations pour voir ce qui a pu au moins débuter sur certains territoires qui ont attaqué leur bilan carbone. Une autre question plus large qui concerne si on doit continuer à démarcher les marchés lointains. Je suis pas sûre que c'est ici qu'on puisse se répondre à une question aussi large malgré tout. C'est bon. Mais bon, je pense que on se la pose sûrement. Cette question se pose certainement, mais forcément pas avoir les réponses ici. Donc, vous dire merci Stéphane déjà pour votre intervention. Merci à tous d'avoir participé. Marie va vous poster le lien sur vous avez un petit questionnaire satisfaction, je vous demande d'y répondre, ça nous aide à nous avancer dans notre travail. Et vous dire également que le mois prochain, nous avons un nouveau webinaire de l'expert qui sera le 21 novembre et qui sera consacré à la qualité de vie au travail. Ce webinaire sera animé par François Huette, que Stéphane connaît bien, qui fait partie également de tous ces collectifs qui traitent ces questions de développement durable, et vous le connaissez peut-être par le biais de son blog expérientiel. Donc ce sera sous forme de table ronde, vraiment, on ne sera pas du tout sur les mêmes formats. On va être sur quelque chose qui va plus ressembler à un mode interview avec 3 structures qui vont vous parler vraiment en retour d'expérience directe de ce qu'elles font en interne en matière de qualité de vie dans leur structure. Et donc le 5 décembre, on aura un dernier webinaire cette année de l'expert sur la communication de crise. Et là, on va aborder voilà, comment communiquer en situation de crise, comme son nom l'indique. Et ce sera donc le 5 décembre et ça clôturera notre année de webinaire de l'expert. Voilà, donc merci à tous. Marie vous a mis, voilà, je rajoute moi, Marie vous a mis le petit Google Form à télécharger pour donner votre avis. Sachez que aussi, je voulais juste compléter, donc ce qu'on a vraiment compris aujourd'hui, Stéphane, c'est que effectivement, on pouvait déjà agir à notre niveau chacun sur la sensibilisation au sein de nos équipes, de nos collaborateurs, de nos collègues de travail, et se rapprocher justement de nos parties prenantes que sont nos collectivités qui, vous l'avez bien compris, ont des objectifs très ambitieux aussi, et que donc effectivement, s'ils travaillent sur un budget vert, eh bien, dans le cadre du label aujourd'hui Destination d'excellence, de qualité tourisme qui est passé à destination d'excellence, il y a 40 nouveaux critères qui concernent justement tout ce qui est l'environnement, le sociétal, le social, l'accessibilité. Eh bien, c'est vraiment des critères qui sont justement sujets à échanger justement avec notre collectivité pour voir justement comment on peut travailler, nous en tant que techniciens, puisque les offices de tourisme, c'est vraiment les techniciens, comment on peut contribuer aussi auprès de nos collectivités qui ont les objectifs en fait de réduire leur empreinte carbone et d'atteindre les objectifs de 2050, comment on peut éventuellement travailler avec eux là-dessus. Et vous avez bien compris qu'un bilan carbone, c'est bien, ça permet de mettre en place un plan d'action je dirais, de démarche de progrès. Mais c'est surtout, il faut que ça soit accompagné de la sensibilisation de l'ensemble de nos parties prenantes et justement en communiquant sur les actions que vous faites vous au sein de vos structures déjà, eh bien, ça permet aussi à contribuer, à donner envie justement et à sensibiliser, nos parties prenantes. Je vous ai mis, quand on a parlé des nudges tout à l'heure, je vous ai mis des petits exemples que j'avais trouvé très sympas
qui avaient été faits, qui sont faits par une association en fait que l'on a aidé, une association qui travaille sur le littoral varois, sur la préservation de la biodiversité marine et que l'on avait aidé dans le cadre de Save on the Beach en 2023, qu'on avait mis en valeur, qui permet aussi de faire tout ce qui est ramassage, de la sensibilisation justement du public, mais aussi tout ce qui est ramassage de déchets, etc. Et qui ont créé justement des petits messages de communication, plutôt que de dire ne jetez pas le plastique, etc. et tout dans la rue, eh bien voilà, la mer commence ici, ne jetez rien. Espèces marines en danger, voilà, c'est des petits exemples en fait où voilà, le mégot dans le cendrier met plutôt le feu sur le dance floor plutôt qu'à la forêt. C'est des messages que l'on peut reprendre vraiment dans nos communications également pour sensibiliser le grand public. Et donc, c'est ce que je retiendrai hein, aujourd'hui, à la fois un bilan carbone pour effectivement se mettre un plan de démarche de progrès, mais surtout travailler sur la sensibilisation et travailler collectivement avec l'ensemble de nos parties prenantes. Merci en tous les cas, Stéphane. Merci à vous et bonne fin de journée Et on n'en reste toutes pas et là, quoi tous. qu'il en soit, hein, c'est ce que je vous dis. Il y a le CRT qui est en train de travailler sur certaines choses dans le cadre de l'Observatoire, l'ADEME qui est en train de travailler parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit Stéphane, c'est complètement indigeste les tableaux qu'ils proposent, qui sont en train de travailler aussi. Et nous, la fédération, de la même façon, c'est ce que disait Pascal, hein, notre objectif, c'est de mieux répondre à vos besoins. Et donc, on continuera aussi de travailler collectivement pour pouvoir vous aider dans cette démarche-là. À bientôt. Merci, bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée, à Merci. bientôt. Au revoir.